On retrouve nos invités pour la suite de votre émission. Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, Oris Donkovi, activiste panafricain, et notre ami Marc Niazou, lui, il est analyste politique. On parlait de la création à venir de cette force anti-coup d'État et anti-djihadiste. La décision a été prise lors de ce sommet à Abuja, au Nigeria. Nous sommes toujours avec vous, Horus, Marc et Eric Johnson. C'est Marc qui devait parler. Marc, oui, vous avez la parole. Michel, vous savez, je voulais rebondir sur les contours de cette force. Qu'est-ce qui amène nos chefs d'État aujourd'hui à vouloir créer cette force? Quelles sont leurs idées? Qu'est-ce qui sous-tend réellement cette création de cette force? Et justement, qu'est-ce qui sous-tend cela? Vous savez, c'est juste, comme je l'avais dit, pour tromper la vigilance, et ils ont émis pour lutter contre le terrorisme. Puisque le terrorisme, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, pour ne pas parler des autres forces occidentales qui étaient venues pour pouvoir nous aider, mais on n'a pas vu le résultat, vous le dites. Oui, on a noté un fiasco. S'il veut concrètement créer une force, il faut au moins quelque chose qui nous pousse à croire en cette force-là. D'ailleurs, quand nous prenons même la CEDEAO, c'est déjà une grande force. Parce que si on arrive à trouver, comment je peux dire ça, le nœud du problème, la CEDEAO constitue une institution forte déjà pour pouvoir arrêter un temps soit peu ce coup d'État-là. Si réellement elle arrive à incarner le rôle régalien qui incarne cette institution-là. Parce que quand les chefs d'État font quelque chose, il faut leur interpeller. Ils n'interpellent pas les chefs d'État, mais ils attendent au départ, quand il y a un problème, pour pouvoir avoir noté un coup d'État dans un pays, tu ne les vois pas. Ils voient d'abord le problème, ils ne disent rien. Après le coup d'État, ils sortent leur communiqué qui est devenu une routine et ils commencent par parler de la transition. Ils commencent par donner des dates. Sanctions. Vous savez, ça ne nous avantage pas. Je pense et je crois fermement d'ailleurs que cette force fera la même chose. Cette force n'aura pas une grande force, permettez la tautologie, ça n'aura pas une grande force. Disons une puissance. Voilà, une puissance pour pouvoir détruire les coups d'État, même si on n'est pas d'accord avec ceux-là qui font les coups d'État. Alors, Eric Johnson, on va quand même parler de cette force à venir. Comment, selon vous, elle peut être constituée? Horus Donkovi avait posé tout à l'heure le problème. Cette force sera dirigée par qui? Pilotée par qui? Elle sera basée où? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Qu'on peut se poser et certainement qu'on aura les réponses dans les jours à venir puisque c'est une idée qui a été lancée et donc on peut dire que c'est une force en gestation. Lorsqu'on sera dans le vif du sujet où il y aura une application de ce que les chefs d'État ont décidé au sommet du 4 décembre dernier, alors je pense qu'on nous donnera de plus amples informations sur cette force. Mais moi, la question, après avoir quand même fait ce tableau-là des situations qui conduisent forcément à des coups d'État, je me suis demandé si cette force-là est opportune ou pas. Est-ce qu'elle aura quand même une importance dans le dispositif de la CEDEAO? Et quant à celui qui va diriger, ça, on a un état-major de la CEDEAO qui est là, et donc forcément, cette force sera sous la coupole de l'état-major de la CEDEAO. Et il y a une commission qui est chargée également des questions sécuritaires au niveau de la CEDEAO, qui va aussi coiffer cette force-là. Maintenant, est-ce que cette force-là est opportune? Je suis en train de me projeter dans l'avenir en me disant qu'il faut forcément qu'on mette en place cette force-là aujourd'hui
avec le développement des situations dans les pays de la sous-région. Et avec le temps, voir si on ne peut pas commencer par harmoniser ce que Horus disait tout à l'heure, les constitutions, si on ne peut pas déjà commencer par harmoniser les constitutions, parce que ce qui se passe généralement, c'est l'application des lois que nous faisons nous-mêmes. C'est très délicat. Aujourd'hui, on dit c'est la coopération militaire. Lorsque l'État ne décide pas qu'un pays ami envoie des forces dans son pays en difficulté, ça ne peut pas venir. Mais là, lorsqu'on va harmoniser les constitutions, lorsqu'on va harmoniser les lois au sein de la CEDEAO, et je pense que c'est à ça qu'on doit en venir prochainement. On met en place cette force-là pour éviter les coups d'État. Donc, dès qu'il y a coup d'État, on intervient pour remettre l'ordre constitutionnel, mais en même temps, on commence par penser à comment faire pour que, au sein de la communauté, l'on puisse avoir les mêmes constitutions, les mêmes lois, et qu'on arrive à mettre en place des institutions fortes dans chaque État. Horus, on chute avec vous sur ce sujet de la CEDEAO. Alors, là où la CEDEAO, à mon sens, ne doit pas jouer à l'apprenti sorcier, c'est quoi? On a des problèmes de terrorisme actuellement dans la sous-région. Dire qu'on va mettre en commun un certain nombre de troupes et faire un genre de troupes unifiées qui va lutter contre le terrorisme, tout ça, c'est quelque chose. Mais dire que l'on va, par exemple, faire des forces conjointes, disons une armée régionale qui va intervenir au sein des pays pour garantir la Constitution, suppose que on s'entend chaque État sur un certain genre de normes. Sur quoi sommes-nous d'accord, nous tous en général, en termes de principes constitutionnels? Donc ça veut dire que quelque part, il y a un genre de constitution fédérale qui ne dit pas son nom, puisqu'on s'entend tous sur la définition de chacun des principes, de ce qu'on met dedans, et pourquoi justement on ne cède pas sur tel ou tel point. Mais si justement on s'entend sur ces points-là, qui est, si vous voulez, comme je dis, un simulacre de constitution fédérale, ben, il faut revenir à une CEDEAO des peuples, parce que ce sont ces peuples-là qui doivent s'entendre sur ce que l'on met dans chacun de ces principes. Ce ne sont pas les chefs d'État qui vont se pointer lors d'une réunion et qui vont dire « Ok, d'accord, bon, nous décidons. » Pourquoi? Parce que s'ils le font, ben, ils vont désolidariser les populations des troupes armées. Ils vont désolidariser les troupes armées conjointes des troupes armées locales. Et ils ne règlent pas le problème des hommes politiques qui, eux, savent jouer de leur influence, ou même des puissances étrangères qui peuvent intervenir plus ou moins dans certains pays. Donc, à un moment, si on pose cette question-là, mais la CEDEAO doit nécessairement poser la question de la CEDEAO des peuples, de, comment dirais-je, les principes clés en termes de constitution qui vont être partagés par chacun des États, tout en maintenant, bien entendu, cela se passe aux États-Unis, les particularités de certains États. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre de principes forts qui doivent être listés. Et ces principes forts-là, mais c'est une constitution, c'est un simulacre de constitution fédérale dans lesquels doivent, dans lesquels doivent intervenir les peuples. D'où la question de la CEDEAO des peuples. Et il ne faut pas contourner, parce que justement, pour le cas de l'UA, il y a eu à un moment cette initiative, ce débat-là, où on essayait d'avoir quand même un genre d'assemblée générale des peuples. Mais cette question, on a beau contourner, elle revient. Là, actuellement, on est, en phase à des troubles dans la sous-région. On a des attaques terroristes, on a qu'on appelle des puissances qui présument de l'utilisation de ressources et ainsi de suite. On a des multinationales qui veulent leur part de marché et ainsi de suite. Et le débat de la communion entre États africains
se fait de plus en plus pressant. Donc, la chose est simple. Soit on va arriver à ce niveau-là de fédéralisme entre griffes, ou soit il nous sera imposé par la réalité des faits. Là, ce qui se passe en Libye, le petit truc qui s'est passé en Libye, où les chefs d'État ont été laxistes sur une résolution frontale où on dirait non, est en train d'éclater sur tout le continent. La gestion de la crise du Covid, c'est la même chose. La gestion du terrorisme, mais maintenant ce n'est plus le Mali, c'est la sous-région. C'est même pire, on est jusqu'au Mozambique. Le Mozambique qui n'était pas attaqué, maintenant est attaqué. Donc, que la CEDEAO le veuille ou pas, que l'UA le veuille ou pas, on en viendra forcément à une question où le peuple doit être intégré et le peuple a dépassé les gouvernants. Parce que, pour moi, par exemple, qui suis togolais et qui suis à Lomé, aujourd'hui, vous avez des Togolais qui vivent au Ghana, qui travaillent au Togo, qui font du business au Bénin, qui reviennent ici, qui ont des intérêts au Burkina, qui sont ici, des sociétés qui sont au Togo, mais qui ont leur maison mère à Abidjan, comment ça s'appelle, des sociétés, des multinationales nigériennes qui investissent au Togo. Donc, les populations, parfois, je le dis, sont parfois en avance sur les gouvernants. Les populations sont en avance sur les gouvernements. Il faut que les gouvernements, justement, rattrapent les populations pour pouvoir encadrer les choses, mais de façon à ce que chaque population puisse être tirée vers le haut. Allez, on va quitter Abuja pour Khartoum au Soudan. L'accord signé au Soudan a suscité un fort rejet dans les rues du pays. Lundi 5 décembre, des milliers de manifestants ont estimé ne pas se sentir représentés par ce test au milieu des gaz lacrymogènes et des pneus brûlés. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une trahison de la part des partis politiques. Ils estiment, c'est-à-dire les manifestants, ils estiment qu'ils ont négocié au nom du peuple soudanais pour signer avec les militaires qui ont tué leurs frères et volé leur révolution. Alors, Eric Johnson, on vous retrouve. Ces manifestants réclament la justice pour leurs martyrs tombés depuis 2019. Oui, c'est tout à fait logique. Vous savez, on le disait tantôt, hein, c'est les frustrations créées depuis des années d'un pouvoir qui ne voulait rien lâcher, où il y a un groupuscule, une minorité qui s'accapare des biens du pays et la pauvreté qui est ambiante, comme on dit, dans ce pays-là. Et tout ça fait que aujourd'hui, le Soudan est ingouvernable. Ingouvernable à ce sens où même les militaires qui sont là aujourd'hui, qui ont fait un coup d'État, dans un coup d'État, ils ne peuvent pas, parce que le peuple ne se sent plus, comme le disait tantôt Horus, le peuple ne se sent plus dans cette gouvernance-là. Le peuple n'est pas impliqué. Le peuple est carrément mis de côté. Les gens, les militaires et les politiques se retrouvent pour discuter de quoi? Si vous voulez mener avec la situation du Soudan actuel, vous voulez mener des discussions crédibles pour le peuple. Faites ces discussions-là au vu et au su de tout le monde. N'allez pas vous cacher quelque part pour dire que vous avez trouvé un accord. Mais est-ce que le peuple se retrouve dans cet accord? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple dit non. On ne se retrouve pas dans cet accord-là parce que nous avons mis des principes, nous vous avons mandaté pour aller dire ce que nous voulons, mais au finish, vous êtes allé faire ce que vous voulez. Et donc, je pense que les pushistes aujourd'hui doivent se rendre compte de la réalité. Aujourd'hui, ce peuple ne veut plus reculer devant quoi que ce soit. On tue les gens tous les jours, on emprisonne
tous les jours, mais c'est un peuple qui est vraiment avide de liberté. Et surtout, vous comprenez que les gens ont faim. Et donc, quand ça arrive à ce niveau, il faut que les politiques aussi comprennent et essaient de faire en sorte que les accords qui signent avec les militaires soient des accords crédibles pour que le peuple puisse se voir dans ces accords-là. Personnellement, je dis un truc. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils craignent pour deux choses. D'abord, eux-mêmes, quand ils ont fait le premier coup d'État, l'ancien président Omar Béchir, ils veulent le juger. Le juger. Il est déjà déposé. Il y a la Cour pénale internationale qui est sur son dos. Et donc, eux aussi, quand ils sont arrivés avec toutes les tueries qu'on a eues, ils craignent pour ça. Soit ils périssent au pouvoir, soit et ça ils va être disparaissent. compliqué vu la détermination du peuple. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il y a eu des déclarations de bonnes intentions alors que l'accord comporte encore de nombreuses zones d'ombre et c'est ce qui irrite les populations, bien la population soudanaise. On la voit d'ailleurs sur les images. Alors Marc Niazou, est-ce que vous pensez que cette population ou bien les Soudanais seront écoutés finalement? Qu'ils le veuillent ou non, je parle des dirigeants, ils vont les écouter. Parce que le peuple, là où il est aujourd'hui, il ne sera jamais arrêté. Ça fait longtemps, c'est depuis 2019 et on voit des tueries. Eric Johnson l'a dit tout à l'heure. Par les massacres, ni par n'importe quoi. Vous savez, je dis que Omar El-Béchir a conduit ce peuple dans le gouffre. Il a détruit ce pays. Il pouvait quitter depuis. Il savait très fortement, il savait consciemment qu'on allait lui faire un coup d'État. Parce que ce qu'il faisait, il n'avait plus un avis favorable du peuple. Comment je dis, je ne sais pas, suivez-moi dans cette logique. Tu veux me faire du bien. Tu veux travailler pour moi. Tu veux mon bien, mais tu ne m'associes à rien. Tu ne fais rien avec moi, par moi et pour moi. Et tu penses que je serai d'accord avec toi? Ça va être difficile. Ça serait difficile. C'est ce qui est arrivé aux militaires là. Ils sont venus au pouvoir par un coup d'État. Maintenant, ils ont tout fait pour contrer Omar El-Béchir pour ne plus venir. Parce que en déposant une plainte contre lui pour qu'on puisse le juger, il ne pourra plus venir au pouvoir. Maintenant, le peuple dit, ok, vous êtes là. Peut-être on suppose que c'est un coup d'État salvateur. Maintenant, faites ce que vous voulez avec nous. C'est un premier accord qui n'est pas favorable, qui ne reçoit pas un avis favorable. Vous pensez que les accords qui vont suivre vont recevoir un avis favorable? Non, parce que le peuple ne se voit pas dans tout ce qu'ils font. Mais comment faire pour remobiliser le peuple, ou bien pour remonter la pente, pour associer le peuple? Mais c'est de travailler avec le peuple. Et Eric Johnson l'a dit tout à l'heure, quand on voit les tueries depuis le début de cette révolution, est-ce que justement le peuple n'est pas trop exigeant, Marc Niazou? Est-ce que le peuple va accepter composer justement? Je vais en venir, puisque le peuple est en train de commettre une erreur également. Mais je vais en venir. Mais avant d'en venir là-bas, je veux dire, les militaires peuvent travailler avec le peuple. S'ils décident aujourd'hui d'arrêter de lancer des gaz, de tirer sur les civils, sur les civils, ils vont appeler un à un les dirigeants des sociétés civiles et essayer d'amener les gens sur un dialogue. Alors, Marc, gardez le fil, on va marquer une petite pause. On revient pour la suite.